Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde sur le SOC, Security Operations Center. C'est juste après le déjeuner, donc on regardera ceux qui dorment. J'espère qu'on va réussir à maintenir tout le monde réveillé. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Éric Vautier, je suis le DSI adjoint du groupe ADP, Aéroport de Paris, et je suis également le RSSI, le responsable cybersécurité pour le groupe. Et c'est moi qui vais faire l'animation. Je ne sais pas si je vais servir à grand chose parce que tout le monde est très talentueux ici et voilà, essayer de relancer les bonnes questions. On va commencer par le traditionnel tour de table pour que chacun se présente. Jérémy. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, Jérémy Voisin, je suis le directeur de la division cyber du groupe Keops. Je travaille dans du SOC MSSP depuis à peu près 12 ans maintenant. Et je dirige 2 SOC, 2 CSIRT et un CERT. Enchanté. Bonjour à tous, Thomas Murnouf, donc je suis ce qu'on appelle directeur du domaine cyber au sein du groupe EDF. J'ai un rôle de directeur technique sur les activités SOC, CERT et VOC pour l'ensemble du groupe EDF. Bonjour à tous, je suis Vincent Poulbert, je suis le directeur de la Business Unit Cybersécurité du groupe UpOne, et donc, donc sous la marque SysDream. Donc on a des activités de formation, d'audit et de SOC managé. Et bonjour, je suis Jérémy Couture, donc je suis le RSSI des activités monopole et loterie au sein de la Française des Jeux, enfin du groupe FDJ United. Avant ça, j'ai été responsable du SOC et du CERT du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 et avant ça, en charge du SOC du groupe Crédit Agricole. Merci à tous. Et juste par souci de transparence, je tiens à préciser que le groupe UpOne fait partie du groupe ADP, mais voilà, c'est juste c'est pas une coïncidence complètement, mais c'est plus par amitié que Vincent est venu contribuer à cette table ronde. Donc l'idée de cette session, c'est d'être relativement pédagogique sur le SOC et que vous en ressortiez avec une meilleure vision et surtout peut-être des idées sur vos propres périmètres. Donc on va commencer par une question assez basique finalement sur, tout bêtement, Jérémy, qu'est-ce que c'est qu'un SOC ? Alors c'est une question qui a l'air basique mais qui ne l'est pas, hein. Parce qu'un peu comme l'IA maintenant à toutes les sauces, le SOC est aussi mis à toutes les sauces. Donc on a besoin de revenir vraiment sur les fondamentaux d'un SOC. Le SOC, ça a comme objectif de prévenir, de détecter et de répondre à tout événement cyber. Alors ça, c'est le métier d'un SOC. Un SOC, c'est pas traiter les alertes. Je ne sais pas si tu veux compléter, mais... Merci pour le passage de relais. Ouais, donc c'est détection et réponse. Je pense que c'est important. C'est donc se protéger et savoir réagir. Nous, ce qui est important dans la construction d'un SOC, c'est l'approche par les risques et la compréhension des risques desquels on veut protéger. Donc ça, c'est super important. D'avoir aussi voilà, une hygiène SI, on parle de protéger des actifs, donc ça demande d'avoir une bonne compréhension. Et le SOC s'inscrit aussi dans une posture de cybersécurité, pas de façon isolée, et donc d'être en capacité, on va dire, d'avoir une approche globale, une gouvernance de la cybersécurité. Ça, on y reviendra, je pense. C'est important d'avoir, comment dire, une montée en compétences aussi autour de la cyber au-delà du SOC. C'est vrai que pour compléter ce que tu dis, ce qui est super important de comprendre, il y a beaucoup de clients qui disent « Ok, je veux faire du SOC. Il me faut absolument un SOC. » Mais le but d'un SOC, c'est de détecter les menaces les plus avancées, celles qui font le plus de dommages, le plus de dégâts. On va dire 80% des menaces les plus castiques, elles vont être empêchées, bloquées, parce que vous, en tant que décideur, en tant que responsable IT, vous allez implémenter tous ces must-have, ces bonnes pratiques, etc. Et ensuite, par-dessus, on y met un SOC. Si vous mettez un SOC, vous n'avez pas ces bonnes pratiques, on va courir après des petites menaces et il n'y a pas d'intérêt. Donc d'abord les bonnes pratiques, comme tu l'as dit. Ensuite, est-ce que j'ai bien tous mes risques qui sont couverts? Et le SOC, il va venir couvrir mes risques. Et pour compléter, j'ai parlé d'analyse des risques et d'approche par les risques. L'objectif, c'est de couvrir ce qui est le plus important et de se focaliser le SOC et l'action du SOC sur ce qu'il faut protéger le plus, ce qui est le plus vital dans l'entreprise. Nous, on travaille beaucoup avec des PME, des ETI, et c'est vrai qu'on a parfois affaire à des sociétés, des clients qui n'ont pas ce niveau de maturité, et on les encourage à se poser ces questions. Parfois, on les aide aussi, parce que si on ne sait pas, on peut aussi avoir une approche qui n'est pas du tout efficace économiquement ou dans l'utilisation des ressources. Donc c'est très important de savoir ce qu'on veut protéger
et donc d'avoir cette approche par les risques dont je parle. Peut-être en effet, en vous écoutant, je vous rejoins. Un SOC, c'est pas un outil magique. Ça va pas couvrir tous les risques. Donc en effet, je vous rejoins. Il faut que les bases soient là et il faut pas se leurrer. Un SOC, ça fera pas tout seul, clairement. Pour finir sur les définitions, il y a aussi un terme que vous avez peut-être vu les uns les autres dans la presse, c'est autour des obligations réglementaires sur le SOC. Il est englobé dans un certain nombre de réglementations françaises et il le sera dans la NIS 2. Alors là, en France, on parle de P10, de prestataire de détection d'incidents de sécurité. Je suis sûr que c'est le cas également pour Sysdream. Oui, voilà, donc il y a une qualification de l'ANSSI pour les SOC, prestataires de détection d'incidents de sécurité, qui donne la capacité aux prestataires, donc c'est une qualification que nous avons et qui permet de superviser les SI d'importance vitale des OIV, donc au sens de la LPM. Et donc ça, c'est au niveau qualification, c'est la seule qualification sur les SOC en France. Et tu as parlé de NIS 2, je pense que c'est très important. On voit beaucoup de besoins de SOC arriver par des acteurs qui souhaitent se mettre sur une conformité, enfin qui ciblent une conformité NIS 2. Donc le fait de déployer un SOC fait partie des obligations de NIS 2. C'est une des exigences, une des mesures à réaliser. C'est une parmi une vingtaine à peu près. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. Il n'y a pas voilà, toutes les sociétés, donc NIS 2, c'est une petite vingtaine de secteurs d'activité. Et parmi ces secteurs d'activité, c'est les sociétés de plus de 50 salariés ou 10 millions de chiffre d'affaires. Donc ça concerne beaucoup d'entreprises. C'est plus de 10 000 en France qui sont concernés et qui vont devoir mettre en place un SOC pour être en respect de la réglementation NIS 2. Et pour compléter, au-delà même de NIS 2, le SOC va vous aider à vous mettre en conformité. Je prends souvent le même exemple, la conformité GDPR. Alors si je demande ici dans la salle qui est conforme GDPR, normalement 100% lève la main, parce que vous n'avez pas le droit de ne pas être conforme. Par contre, GDPR impose de conserver pendant 6 mois à 1 an les données de qui a accédé à la donnée, enfin les logs, de qui a accédé à la donnée sensible, la donnée confidentielle, la donnée personnelle. Il y a très peu d'entreprises qui conservent cette traçabilité-là. Le SOC permet de garantir cette conformité. Donc il faut vraiment penser ça, sécurité et conformité. Voilà, donc une fois qu'on a dit tout ça, la question c'est comment on le construit. Donc là, on a la chance extraordinaire d'avoir quelqu'un qui a construit, si je ne dis pas de bêtises, Jérémy, un SOC from scratch. Donc si tu peux nous donner un petit peu le résumé, quelles sont les grandes choses auxquelles penser, les actions, etc., etc. Ou nous raconter un peu ton expérience si tu as le droit de parler. Alors, je ne sais pas si vous avez une chance extraordinaire que je sois là. Moi, j'ai eu une chance extraordinaire de vivre le truc, donc je vais essayer de vous le partager. Donc, en fait, moi, je suis arrivé 3 ans avant les Jeux Olympiques, donc en juillet 2021, au sein du comité d'organisation. Je suis arrivé, il y avait un antivirus. Personne ne regardait les logs. Après, on n'était pas très nombreux, on était 300. Mais voilà. Le truc, c'était ça, on était 300, il y avait un antivirus, donc personne ne regardait les logs. Et 3 ans plus tard, il fallait organiser le plus grand événement du monde et être prêt à faire ça. Donc comment on part de cette fameuse page blanche jusqu'à la livraison de l'événement, s'assurer pendant l'événement qu'il ne se passe rien de grave, qu'en tout cas on a mis en place toutes les contre-mesures. Si jamais il y a quelque chose qui s'est passé, on est en mesure de le détecter et puis de pouvoir sortir. Et puis, a posteriori, de pouvoir traiter la crise et donc d'avoir formé les équipes en conséquence. Alors, je ne vais pas vous raconter 3 ans en 20 minutes, ni même en 10, parce que je vais essayer de laisser passer mes camarades. Mais il faut identifier, et je rejoins complètement ce qui a été dit précédemment. Moi, je venais en étant SOC manager, puisque c'était mon expérience précédente. Mais on ne construit pas un SOC, ce n'est pas une finalité en soi. C'est ça qui est important, je pense, à avoir en tête. C'est que le SOC, il est là pour agréger un certain volume d'informations, corréler différentes sources de données, pour pouvoir à un moment se dire, attention, là, il est en train de se passer quelque chose qui n'est pas normal par rapport à toutes les contre-mesures qui ont été mises en avant. Donc ça veut dire que la première chose à faire, c'est déjà de complètement opérationnaliser l'ensemble de ces contre-mesures. Donc nous, on a travaillé sur des environnements Microsoft autour de Office 365. Le premier truc qu'on a fait, c'est alors à l'époque, nous, on a eu la chance de pouvoir passer en licence 5, donc activer l'EDR, activer Defender for Identity, activer l'ensemble des différentes mesures de sécurité qui sont disponibles
au sein de cette suite-là. Donc ça, c'était un vrai sujet aussi, puisqu'on avait évidemment, et je vais nous jeter des fleurs, on a rendu de l'argent à l'État et on a permis de financer beaucoup de choses autour du sport, et ça, c'est important. Les Jeux n'ont pas été un gouffre financier. Et en fait, donc on avait cette recherche d'optimisation, de performance de l'ensemble des outils qu'on a déployés. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a déployé tous nos outils, qu'on avait écrit un peu nos règles tacites et qu'on les a implémentés, et ben, l'idée derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là. Et c'est ce qui a été dit par Jérémy et Thomas. Si l'hygiène de base, elle n'est pas là, en fait, le SOC, il va servir à rien parce qu'il va être complètement inondé par une vague d'informations dont on ne sait même pas quoi faire. Si on nous dit bah, y a un utilisateur qui s'est connecté depuis les États-Unis, si on n'a que cette info-là, bah, à quoi ça sert? Par contre, si on sait qu'en même temps, cet utilisateur-là, on a détecté que son téléphone, lui, il s'était connecté aussi à la messagerie, mais qu'il était à Bagnolet, bah là, il faut peut-être qu'on se dise, tiens, pourquoi il est en même temps à Bagnolet et aux États-Unis? Et quelles questions on se pose autour de ça? Et derrière, qu'on définisse bien aussi quel va être notre processus de réaction. Parce que avoir l'info, c'est bien. Savoir la traiter, c'est encore mieux. Et après, comment on réagit en fonction de ça? Et donc, en fait, l'idée, elle est vraiment là. C'est le SOC qui sert vraiment à ça. C'est identifier des signaux anormaux qu'on va croiser à partir de différentes sources de données, les qualifier, donc avoir un regard critique dessus, identifier la criticité et l'impact que ça va pouvoir avoir sur notre système d'information. Donc, ça va être soit un impact qui est lié au business, soit ça va être un impact qui est lié à la confidentialité des données, enfin tout ce qu'on a au fameux des ICT. Hein, je ne vais pas vous réexpliquer tout ça, mais et c'est petit à petit en fait qu'on va avoir cet effet boule de neige où on va se dire bah voilà, là j'ai suffisamment d'informations. Maintenant, je vais rajouter aussi cette source de données qui est mon proxy, parce que bah ok, il s'est connecté depuis les États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec son ordinateur depuis les États-Unis? Qu'est-ce qu'il a été voir? Est-ce qu'il a avant tapé un site de phishing? Et ses credentials se sont fait récupérer à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que quelqu'un est en train d'exploiter sa connexion. Est-ce qu'il avait de la MFA? Pas de MFA. Et en fait, c'est rajouter petit à petit du contexte, de l'information. Et cet effet boule de neige va permettre d'avoir un maillage global sur tout ce qui est mis en place au sein du système d'information et de se dire, bah là, on a un incident qui est qualifié comme étant une usurpation d'identité de mon collaborateur avec compromission de son compte. Derrière, c'est exploité pour faire des actions dont on est responsable. Hein. Il a envoyé un phishing à ses parties prenantes et comment derrière, eux vont traiter et vers qui ils vont se retourner. Donc en fait, le SOC, il va permettre d'écrire toute cette histoire-là. On reviendra après sur la façon dont on forme les gens, mais c'est important aussi, toute cette phase d'accompagnement-là, de déploiement technique et technologique, et d'optimiser l'ensemble de ces solutions, derrière, on la fasse exploiter par des gens qui puissent avoir un regard critique dessus, justement. Peut-être pour compléter ce qu'a dit Jérémy, quand on pense SOC, on pense souvent SIEM, EDR, enfin outillage. C'est surtout des humains dans un SOC. Enfin, la fonction de SOC à EDF, elle existe depuis plus de 10 ans. J'ai eu la chance d'être manager des équipes au moment où on a fait x10 sur les équipes du SOC. On est passé de 6 à 60 personnes au SOC. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé aussi dans une position où le SOC était en force, mais on était un petit peu seul. C'est-à-dire que votre SOC, il produit des incidents, il génère de la matière à des métiers derrière à traiter, des alertes à traiter. Et finalement, on se retrouvait à noyer nos métiers en interne d'alertes, et eux-mêmes d'ailleurs souffraient. Et finalement, c'était pas corriger les problématiques. Et on se retrouvait avec des analystes qui traitaient un nombre d'alertes qui revenaient sans cesse. Donc en fait, on avait aussi un problème de process. On avait les outils, on avait les bons outils, on avait un SIEM, on avait tout ce qu'il fallait. Par contre, derrière, on noyait tellement les autres sur un nombre d'alertes que finalement, le problématique de base de pourquoi on avait des alertes n'était pas corrigé. Donc on revenait toujours avec des connexions qui venaient de l'étranger ou des choses, enfin, voilà, des problématiques classiques, des clés USB branchées, des antivirus qui sonnent. Et quand vous pensez à un SOC, voilà, pensez bien humain. Les analystes, ça reste des humains dans un SOC. On peut vite les fatiguer, on peut vite avoir un turnover. D'ailleurs, les incidents que vous envoyez, faut que ça soit traité. Et surtout, on s'est retrouvé dans une position où on avait un SOC qui tournait en 24/7, et d'ailleurs on avait des métiers qui ne tournaient pas forcément en 24/7. Donc on se retrouvait des alertes avec le samedi après-midi où il n'y avait personne pour les traiter. Et on passe notre temps à appeler ou téléphoner. Voilà, donc un SOC, ça se construit vraiment, c'est un ensemble de process métiers aussi et d'humains derrière qu'il faut pas oublier. Un SOC, c'est pas que de l'outillage technique, c'est pas que un truc d'ingénieur.
Effectivement, et en préparant cette table ronde, on se disait qu'il y avait aussi un sujet qui a été quelque part cristallisé au niveau des Jeux Olympiques, puisque ADP a été un des fournisseurs d'informations pour le SOC des JO. Il y avait également le côté, et comme c'est le forum est beaucoup sur des ETI, il ne faut pas voir le SOC forcément comme étant quelque chose que vous devez opérer vous, mais quelque chose dans lequel vous devez vous intégrer. Je ne sais pas si Jérémy, si tu veux dire quelques mots un peu sur la manière dont vous avez coordonné tout ça au niveau des JO. Je ne sais même plus combien vous aviez de clients ou de partenaires. Ouais, alors c'était un énorme sujet pour nous, effectivement, et c'était une volonté très prégnante qu'on a eue dès le début du projet, c'est de nous interfacer avec l'ensemble de l'écosystème de Paris 2024. Donc nous, on gérait notre système d'information en propre, hein, on en était responsable. On travaillait avec Atos, qui peut faire office de MSSP, et je pense qu'on reviendra dessus juste après, pour nous fournir des forces vives et les fameux humains dont on m'a parlé. Mais l'important aussi, c'est cette capacité à avoir un regard un peu 360. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu nous construire quand on a mis en place la cybersécurité au sein de Paris 2024. C'était de se dire qu'il peut se passer des choses sur notre système d'information. Et là, il faut qu'on informe nos parties prenantes de « attention, on a quelque chose qui est en train de se passer et on doit faire une réaction à l'échelle de l'écosystème de Paris 2024 ». Ou au contraire, si ADP ou EDF, qui étaient partenaires, avaient un incident à leur niveau, ce qu'on voulait absolument, c'était capter cette information-là pour vérifier quel était le niveau de l'incident, quelles étaient les informations techniques qu'ils pouvaient nous partager pour que nous aussi, on puisse mettre en place le périmètre de défense en fonction de la menace qui était rencontrée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, c'est d'être en mesure aussi de travailler avec un écosystème, d'avoir des gens qui peuvent vous informer sur il y a des tentatives d'attaque en cours de telle ou telle façon. Voilà les indicateurs qui permettent de voir qu'il y a ça. Donc, c'est une adresse IP qui vient vous voir, c'est une adresse mail qui vient vous envoyer un mail en externe et ainsi de suite, ou des haches de fichiers. Enfin, après, on a plein d'indicateurs techniques. Mais l'important, c'est aussi qu'à un moment, l'information, elle circule dans un écosystème un peu global, que vous puissiez en consommer, mais que vous puissiez aussi la restituer. Et ça, c'est assez important dans la philosophie du SOC en lui-même, je pense, d'être en mesure de faire ce partage d'informations, de dire « attention, j'ai eu un incident de sécurité ». On n'est pas obligé de tout révéler sur l'incident de sécurité et les impacts que ça a eu sur le cœur de l'activité, puisque ça c'est à traiter à part avec son régulateur ou la loi ou ce qu'on veut. Mais par contre, de se dire que les informations, la façon dont les mecs sont rentrés, ou en tout cas la façon dont ils ont voulu exploiter des vulnérabilités chez moi, ils ont fait ça. Et ça, le partager assez massivement, ça permet à tout l'écosystème de se protéger globalement. Donc à ce moment-là de la conférence, vous êtes peut-être, si vous êtes concerné pour la mise en place d'un SOC, vous êtes en train de vous dire j'y arriverai jamais, je ne suis pas EDF d'une part, ou j'ai pas l'importance du comité d'organisation des JO. Alors on a aussi la réponse autour de la table, ça tombe bien, le hasard fait bien les choses. Donc là on parle plutôt de notion de SOC managé, donc c'est-à-dire de confier ses activités à un fournisseur. Et encore une fois, comme le hasard fait bien les choses, on en a deux autour de la table. Vincent, je ne sais pas si ou Jérémy. Qu'est-ce qu'un SOC managé? Alors un SOC managé, c'est un SOC externalisé, opéré par un tiers, qui est spécialisé, qui vous apporte certaines garanties aussi de sérieux, et la qualification P10, c'est un exemple de gage de preuve de compétence. Et surtout, voilà, vous appuyez sur un prestataire externe pour opérer, pour collecter les événements, pour réagir sur ces événements, restituer. Tu parlais de communiquer suite à une alerte. Donc ça, c'est central. Donc en fait, c'est un service externalisé, mais qui doit rentrer aussi en communication avec les équipes internes, souvent de la DSI, pour réagir et eux-mêmes faire des actions pour se protéger. Donc un SOC, c'est une notion de service externalisé, mais avec de fortes garanties de service. On parle de SLA, de temps de traitement, par exemple. Il y a de gros enjeux autour de ça, de rapidité, et aussi de communication et de transparence, de façon aussi à ce que, quand il y a une détection, que ça puisse très rapidement, en 24/7, ce qui pose aussi des sacrés enjeux côté client, d'être capable de réagir le cas échéant. Voilà, donc d'opérer et comme ça de travailler ensemble sur la protection de l'entreprise.
C'est vrai que pour compléter, donc finalement, un SOC manager, c'est quoi? C'est je viens déléguer à une entreprise externe la détection et la réponse aux attaques. On va venir détecter un incident et y répondre avant que ça ait une atteinte à mon confidentialité, mon intégrité, ma disponibilité. Ça, c'est un SOC manager finalement. Et comme l'a dit Thomas, un SOC, c'est pas que la technologie. Un SOC, c'est un triptyque, people, process, technologie. La technologie, on a les classiques, hein, l'EDR, XDR, le SIEM, le SOAR, etc. On a des people et finalement, j'ai mes process, comment mes people interagissent avec ma technologie. Donc si je veux monter un SOC, c'est pas que investir dans une technologie, c'est investir dans tout ça. Donc forcément, ça va venir coûter très cher à avoir ça en interne. Donc on va venir déléguer cette partie-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a différents niveaux de délégation. Et il n'y a pas, je mets tout à l'extérieur, j'ai qu'un SOC interne, j'ai qu'un SOC externe, il y a une hybridation à avoir. On l'a dit, hein, le SOC est là pour couvrir des risques business. De quoi vous avez peur, vous, en tant que client? De comment un attaquant peut faire une atteinte à votre entreprise? Où se trouve votre donnée confidentielle, sensible? Un SOC externe, ça, il ne le sait pas. Donc on a besoin de vous pour nous dire, voilà, ma donnée sensible est ici. Ok, le SOC a dit, ok, nous par rapport à tout ce qu'on voit dans l'écosystème, voici comment un attaquant il peut porter atteinte à ce système-là. Voici quelles contre-mesures vous devez mettre en place, mais voici qu'est-ce que nous on va mettre en place si jamais on voit un comportement déviant. Voilà. Donc c'est vraiment une relation. Donc en fait le terme SOC externe, on pense, tiens, le SOC est dans un coin, non, animez-le le SOC. C'est vous le client, c'est à vous d'animer le SOC. En disant là, j'ai des problèmes ou j'ai des problématiques, est-ce que c'est sûr que c'est couvert? Donc ouais, le SOC, c'est on délègue cette prestation, mais par contre, c'est vous qui restez le pilote. C'est super important, ça à comprendre. Je rebondis. L'intérêt pour un client qui va s'appuyer sur un SOC manager, c'est d'avoir des moyens mutualisés et donc de bénéficier d'un coût acceptable. Donc ça, c'est quand même, on ne l'a pas dit, mais c'est central. Après, il y a un peu 50 nuances de SOC manager, c'est-à-dire que on peut aussi avoir des moyens dédiés qu'on veut garder sur son empreinte de SI chez soi, en dédié, et ne déléguer qu'une partie. Hein, et ça, c'est aujourd'hui une tendance importante. Il y a des entreprises, je vais prendre un exemple, dans le domaine de la santé, qui veut que ces données restent dans son SI, et donc ne veut pas s'appuyer sur une infrastructure technique hébergée chez un tiers, y compris pour sa cybersécurité. Et donc, il va ne s'appuyer uniquement, on va dire, sur les moyens humains, essentiellement, du prestataire de SOC manager pour assurer les prestations de détection et de réponse. Donc ça, c'est très important aussi de savoir, par rapport à ses risques, par rapport à son métier, par rapport à, globalement, sa stratégie cyber, ce qu'on veut garder à soi, qu'est-ce qu'on veut dédier versus qu'est-ce qu'on veut mutualiser. Et aujourd'hui, des prestataires comme nous, nous devons nous adapter à ces besoins, à ces exigences, parce que ça répond à un fort besoin aussi de maîtrise. Alors, il y a un enjeu économique, hein, et il y a aussi un enjeu de maîtrise au niveau de ces données et de son système d'information. Ouais, et puis il y a un point qui a été dit par Jérémy qui est super important quand on parle de détection de la menace, il y a cette compréhension de la menace. Comment elle peut m'impacter? Quels sont les acteurs malveillants qui ciblent mon industrie, ma région, mon pays? Comment est-ce qu'ils travaillent, ces acteurs-là? L'avantage d'un prestataire MSSP, en théorie, c'est qu'il n'a pas qu'un seul client. En théorie, il en a plusieurs, d'industries variées, donc il voit ce contexte-là. Et du coup, il a une recommandation qui est factuelle à un client en disant, OK, vous travaillez dans l'industrie chimique, vous avez des usines dans tel et tel pays, voici ce que nous, on voit dans l'écosystème cyber, telle industrie, telle région. Donc comment elle pourrait vous impacter? Bien sûr que quand on parle de SOC, c'est de détecter. Bien sûr qu'on aimerait que ça ne produise jamais. On aimerait bien sûr prévenir. C'est notre rôle, il est là. C'est attention, voilà, les acteurs du moment, c'est eux, ils travaillent de telle manière. Voilà, les attaques de phishing, on en parlait beaucoup. Les attaques du moment, c'est comme ça. Voici comment ça peut vous impacter. Voici ce que vous devez absolument mettre en place pour vous protéger. Alors, on a vraiment ce rôle-là, c'est vraiment très cyclique, cette partie-là. Et le fait d'avoir un SOC externalisé, c'est que on voit cet écosystème complet, quoi. Un dernier, on se passe un peu la balle. Si on continue un peu à décliner, il y a un aspect très important actuellement, notamment avec des ETI aujourd'hui, c'est d'avoir des approches de construction, voire de co-construction du SOC itérative. Donc, c'est-à-dire, c'est pas forcément de définir sur un cahier des charges la totalité de ce qu'on veut faire au niveau du SOC, mais d'être en capacité plutôt de se dire, voilà ce que je fais en 2025, en 2026, en 2027.
C'est-à-dire qu'on va, on va au début surveiller, par exemple, c'est des exemples concrets, juste les postes de travail, puis étendre à Office 365. Je parle de cas concrets, réels de TI. Hein. Puis ensuite, on va s'intéresser au réseau, au firewall, etc. Puis au serveur applicatif. Vous voyez, c'est des approches qui ont plusieurs intérêts et qui correspondent à la vraie vie, c'est-à-dire que c'est rare d'avoir des acteurs qui construisent from scratch la totalité d'une protection. Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons budgétaires, c'est qu'on ne peut pas consacrer tout l'argent de construction du SOC tout de suite par rapport à l'ampleur de ce qu'on doit superviser. Mais il y a aussi des considérations de maturité, c'est qu'on n'a pas forcément la maturité pour savoir exactement ce qu'on doit protéger à l'instant T. Et que certains clients sont dans des approches en fait où ils ne connaissent pas l'ampleur des risques à l'instant T de façon in fine. Voilà, je te laisse compléter. C'est vrai que ça fait légèrement sourire, mais il y a ce devoir de conseil aussi en tant que prestataire externe, parce que combien de clients dès phase 1 me disent bah là je veux intégrer les logs du switch alors qu'on n'intègre même pas les logs du serveur applicatif qui a toute la base client. Voilà, donc on a aussi ce rôle de conseil. Le but c'est pas de manger du log pour manger du log, hein. Ça consomme beaucoup, ça coûte en processing, ça coûte en transfert de données. Il faut collecter, analyser, mais de manière intelligente entre guillemets, quoi. Ça vaut, je pense également, enfin, c'est ce qu'évoquait Thomas sur le 24/7, il faut démarrer doucement. Ça ne sert à rien de vouloir passer de 0 à 24 heures chrono, entre guillemets, alors qu'on n'a pas les équipes de réaction et de réponse locales, quoi. Un cas concret, je crois que ça rejoint nos expériences respectives. Le premier incident chez un client en 24/7, malheureusement, il n'y avait personne disponible. Ils étaient tous partis en vacances au même moment. Voilà. C'est un cas réel et le client a pris conscience qu'il devait se structurer en interne. Donc, quand je parle de maturité, c'est un exemple. Il fallait s'organiser pour assurer une astreinte et un relais pour que on puisse répondre le cas échéant. Donc ça les a marqués. Et on voit bien que construire un SOC, il y a un chemin à faire aussi. On n'a pas le client, en l'occurrence, qui était très compétent par ailleurs, en fait, n'avait pas pris conscience qu'il avait besoin de structurer cette astreinte au niveau de la DSI. Voilà. Je vous rejoins complètement. Moi, on opère du SOC en interne, et même avec des moyens comme EDF peut avoir, humains et financiers sur de sujets, on y va par itération. On sait très bien qu'on ne construit pas un SOC de A à Z en un an. Et j'opère finalement un SOC MSSP en interne pour les filiales du groupe. Et c'est pareil, combien de fois une filiale du groupe m'a dit moi, il faut surveiller ce serveur-là applicatif ici maintenant, sans qu'on ait fait les bases des VPN, les EDR, etc. Et ça, je vous rejoins. Allez-y doucement, prenez votre temps, allez-y par étapes, sinon vous allez vous noyer sous la masse de travail, c'est clair. Merci. Donc là, on a parlé beaucoup process, amélioration perpétuelle, amélioration continue du SOC. On va passer sur le volet un peu humain avec la formation des analystes. Qu'est-ce qu'un analyste? Quelles sont ses compétences? Comment on le fait? Comment on le retient? Enfin, il y a tout un ensemble de questions autour des individus qui vont être derrière les écrans, parce que c'est pas tout d'avoir quelque chose qui s'affiche en pleine nuit en rouge. Il faut ensuite le traiter, quoi. Ouais, je peux commencer. Ouais, en effet, donc on a le classique finalement dans un SOC qu'on retrouve très souvent avec niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors chez nous, on a un petit peu fait évoluer niveau 2, niveau 3. Finalement, c'est plus des experts qui travaillent ensemble pour faire monter en compétence les niveaux 2. Peut-être donner les tâches basiques d'un... Ouais, ce que vous retrouvez dans l'IT, finalement, le niveau 1, il va faire du traitement de masse. C'est lui qui va prendre tous les tickets en entrée. C'est lui qui va faire le triage, ce qu'on appelle, il va trier les alertes. Soit il a des playbooks, alors je vais dire en français, mais des fiches réflexes pour pouvoir traiter soit rapidement, de façon autonome, un certain nombre de tâches basiques. S'il n'a pas ça, il va escalader à un niveau 2, où là vous trouvez un ingénieur, on va dire, avec un peu plus de seniorité, qui peut être assez autonome dans les premiers niveaux d'analyse. Et puis le niveau 3, ça va être votre expert qui va pouvoir faire de la réponse à incident, elle a activé un certain nombre de protections sur le SI, mettre en place certaines choses. Voilà comment on fonctionne. Et il y a l'IA qui arrive. Je ne sais pas si vous le voyez arriver, mais chez moi, je le vois arriver fort pour rebalayer peut-être un petit peu ces cartes, finalement, entre ce que fait le niveau 1 aujourd'hui et ce que fera le niveau 1 demain avec de l'IA. Je pense que ça sera un gros sujet dans les SOC du futur. Mais voilà, vous avez finalement ce niveau 1, niveau 2, niveau 3 avec de la seniorité qui monte. Et puis, peut-être pour aller dans le sens des MSSP aussi, un niveau 3 chez nous, c'est quelqu'un qui a du contexte business. C'est-à-dire qu'un niveau 3, avant d'aller activer une remédiation sur un SI, il comprend ce qu'il fait et il comprend l'impact que ça a sur le process du métier.
Vous coupez pas des flux dans une usine d'EDF comme ça sans comprendre l'impact que ça a sur le business. Donc chez nous, les niveaux 3, c'est des personnes voilà, qui, au-delà de l'expertise technique, comprennent l'impact sur le business métier. Puis après, il y a toute la phase sur comment on les entraîne à réagir. Ça, c'est un gros sujet. Et là, il y a plein de méthodes pour faire ça. Donc, la fiche réflexe, c'est déjà le premier entraînement qu'ils vont avoir. C'est que quelqu'un qui va être onboardé dans l'équipe, qui va être onboardé sur le système d'information, il va avoir une typologie d'incident qui va lui être remontée. Et en fait, ce qu'on va lui donner, c'est la recette. On va lui dire, bah voilà, tu as cet incident-là qui est sorti, va récupérer des informations de contexte, qui est-ce qui est venu te voir, pourquoi faire, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Donc ça peut être plus ou moins automatisé. Et effectivement, demain, les IA vont probablement prendre cette place-là, si ce n'est pas déjà le cas dans la majeure partie des SOC. Donc ça, c'est déjà le premier entraînement. Le second entraînement qu'on va faire, où là, on va commencer à mettre les gens un peu face à ce qu'ils voient, c'est que on va faire des audits techniques. Donc tout ce qui va être du test d'intrusion de façon assez classique que vous avez peut-être déjà aujourd'hui en place, là on va demander au SOC pas forcément de réagir, mais déjà est-ce qu'ils ont vu que quelque chose s'était passé? Et s'ils ont vu que quelque chose s'était passé, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qui découle du scénario et quels sont potentiellement les risques ou les compromissions qu'on peut avoir à l'issue de ce truc-là. Et puis petit à petit, on va monter en gamme comme ça. On va commencer à organiser des purple teams. Donc, à partir du moment où les équipes sont bien entraînées, donc le SOC, on l'appelle souvent la blue team, et les attaquants, la red team. Mais à partir du moment où le SOC commence à être un peu entraîné, on va faire un match assez synchrone finalement, où on est plus dans du ping-pong. C'est la red team va envoyer une attaque. Quelle est la réaction de la blue team? Déjà, est-ce que vous avez vu l'attaque que j'ai envoyée? Comment vous avez réagi? Et puis, on va accompagner la blue team à monter en maturité comme ça. Et ça prend quand même du temps, hein, parce qu'il faut avoir en tête que ça doit se dérouler sur l'ensemble du système d'information. Donc après, la red team, elle peut être interne, ça peut être des stagiaires. Hein, ils sont très, très bons là-dedans en général. Où ils vont tester pour vérifier que la blue team voit les attaques et comment elle réagit en conséquence. Et puis après, on arrive sur la phase d'entraînement un petit peu avancée, voire ultime, qui va être la red team, où là, elle peut être interne, elle peut être externe, mais elle ne prévient pas de quand elle tape, elle ne prévient pas de où elle tape, et elle ne prévient pas de ce qu'elle va faire. Et là, c'est le test du SOC pour voir s'il réagit, ou si ce n'est pas le SOC qui a détecté, est-ce que quelqu'un dans l'écosystème avec lequel interagit le SOC a vu quelque chose se passer? Est-ce que l'équipe réseau, à un moment, a dit « j'ai un truc qui est un peu bizarre sur le réseau, là, j'ai un flux qui est très atypique, est-ce que vous pouvez regarder ce que c'est ?» Et là, déjà, ça veut dire que le SOC, il est bien inscrit dans l'entreprise, donc c'est un vrai succès. Mais surtout, ça va permettre au SOC de se dire, OK, je réagis, je vais tirer la pelote et voir ce qui s'est passé. Et puis surtout, pourquoi moi, je ne l'ai pas vu moi-même? Et c'est comme ça qu'on va avoir aussi la courbe de progression. Et puis, en fonction de ça, on va se dire, OK, mon SOC, il est mature, très mature, hyper mature, où il n'y a plus personne qui rentre à la fin. C'est un peu l'objectif de ce qu'on va avoir. Je vais rebondir sur deux trucs que tu as dit qui sont super importants. Tout était super important, mais deux encore plus. C'est qu'est-ce qui alimente le SOC? C'est pas que de la donnée technique. Pour ceux qui vont souvent à Londres ou être partout dans le métro, see it, say it, sorted. Finalement, un anomalie, une personne qui voit quelque chose de bizarre, normalement, c'est pas normal qu'il y ait ce pic-là. Qu'est-ce qui se passe? Je remonte et le SOC va faire une levée de doute. Donc c'est super important que le SOC soit dans la culture de votre entreprise. Vous voyez quelque chose de bizarre, d'anormal, le SOC doit faire une levée de doute. Parce que peut-être que c'est un signal faible de prémisse d'une attaque. Donc voilà, la source d'information d'un SOC, ce n'est pas que des remontées de logs, c'est aussi des remontées humaines. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième que tu as dit, c'est que comment on s'entraîne. C'est super compliqué de s'entraîner au quotidien. Il faut savoir que, quand je dis ça, je ne me fais pas d'amis, mais en cyber, on n'évolue pas, on n'innove pas, on innove en réponse à. C'est les attaquants qui drivent nos évolutions. On n'évolue pas, d'accord? Donc, on est toujours en train de courir derrière. Une nouvelle technique, ok, un nouveau contournement du MFA, d'accord, on subit, on applique les choses. Donc, on doit constamment s'entraîner avec un délai de réaction de plus en plus court sur les nouvelles tactiques, techniques et procédures des attaquants. Et ça, c'est un peu le plus dur, déjà de les détecter, de détecter cette nouvelle tactique, les jouer, s'assurer, ok, est-ce que je les détecte chez moi?
on normalement ne détecte pas, souvent. C'est OK, qu'est-ce que je fais pour combler ce gap? Comment je vais m'améliorer finalement? Et là, c'est vraiment un travail continu et très complexe. Effectivement, enfin, le SOC, il y a toujours l'inquiétude. Soit ça clignote trop, ça veut dire que soit il est mal configuré ou on a une attaque, soit il clignote pas du tout et est-ce qu'on voit quelque chose? Je sais pas comment tu mesures l'efficacité de ton SOC, toi, Thomas, ou de tes SOC. C'est ce sujet, je pense, un des sujets les plus complexes. C'est comment vous vendez à votre COMEX les coûts du SOC, ça fonctionne. Pas simple. Dire vous traitez 1000 alertes par jour, c'est pas une réponse. Par contre, faut arriver à leur parler en euros. Après, il y a de la mesure de KPI assez classique d'un SOC. Nous, on utilise ce qui se fait dans le commerce. Il y a les MTDD, les MTTR, donc les temps de détection, les temps de réponse, les temps de traitement d'incidents. Et on va aussi à mesurer les temps de traitement avec le métier. C'est-à-dire que mon SOC, il est capable d'alerter le métier en 2 heures. Par contre, si le métier il met 2 ans à traiter une alerte, derrière, moi, j'ai pas gagné en fait. Donc, c'est comment on mesure ce temps complet. Et quand on parle à nos patrons en temps global avec le métier, là, ça leur parle. Ça veut dire, OK, il y a eu un incident, ça arrive à tout le monde. Par contre, on l'a traité assez vite pour limiter l'impact et pas impacter la production. Ça parle tout de suite. Ça, ils disent, OK, là, j'ai des gens qui sont efficaces. Parce que voilà, si on ne l'avait pas fait, la production se serait arrêtée tant d'heures, tant de jours. Ça leur parle tout de suite. Après, il y a un autre truc qui est super utile pour mesurer là où vous en êtes dans votre SOC. Il y a un framework qui s'appelle le SOC CMM, je ne sais pas si vous connaissez, Capability Maturity Model. C'est un framework sur 5 piliers. Ça va regarder si vous êtes bien aligné avec les enjeux business de votre entreprise. Ça va regarder vos process. Ça va regarder la partie people. Ça va regarder la partie technologie et votre maturité. Et ce qu'il faut bien dire, c'est avoir, donc c'est noté sur 5, je crois. 5 de maturité, c'est impossible. Ça veut dire que vous faites tout ce que vous avez écrit dans de la doc que vous mettez à jour en permanence. Donc c'est un niveau de maturité très très élevé. Mais si vous êtes déjà à 2,5, 3, c'est déjà un très bon niveau de SOC. Ça veut dire que vous avez des process qui sont en place, qui fonctionnent, qui sont révisés, qui sont optimisés. Peut-être que tout n'est pas écrit, peut-être que tout n'est pas révisé tous les ans. Par contre, vous avez déjà une bonne base. Donc ça, c'est des choses que nous, aujourd'hui, on utilise pour se mesurer. Je pense qu'effectivement, c'est impossible d'atteindre ce niveau 5. Là, c'est une espèce de Graal que peu de gens, enfin en tout cas, si je peux le dire, pour notre cas, on n'y est pas encore, malgré l'aide de Sysdream. Donc voilà, on a parlé, enfin je pense que c'est un point très important, c'est que le SOC, il n'est pas en autonomie tout seul, il est au service de l'entreprise et la coordination avec la fin de l'incident ou l'impact de l'incident sur les activités est très important. Et le pendant de ça, c'est aussi d'un point de vue gouvernance, c'est au fait combien ça coûte tout ça. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Donc moi j'ai démarré le SOC avant l'obligation réglementaire autour du P10, donc il a fallu que je l'argumente et le seul argument que j'ai trouvé, c'est de dire que ça ne servait à rien de vouloir faire un ROI sur le SOC parce que c'était que de la dépense pour collecter des logs et quelque part démontrer qu'on avait une attaque et qu'on avait peut-être mal configuré nos outils de protection. Donc, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce débat-là. Donc, je ne sais pas si dans vos entreprises, le sujet du ROI ou l'obligation d'y aller a abrégé ça. Mais au-delà des coûts, nos amis fournisseurs vont nous expliquer que c'est sûrement pas très cher, non, Vincent ? C'est vrai, c'est la question piège. Je vais essayer de rester sur des choses aussi pragmatiques. Je pense qu'il faut pas raconter ça a un coût. Il ne faut pas raconter d'histoire et le ROI est très difficile à démontrer parce que c'est le coût d'une attaque évitée. Donc, à un moment. Donc, je reviens à mon sujet des risques. Si vous estimez qu'un risque que vous devez limiter à un coût potentiel pour l'entreprise qui est majeur et qui même touche à votre pérennité, vous êtes capable de dégager un certain budget pour. Mais ça, c'est chacun qui se regarde dans la glace et qui estime à combien, et c'est des comités exécutifs qui peuvent réfléchir à ça, à combien j'estime que ça vaut le coup. D'accord ? Donc, je n'ai pas de réponse toute faite sur le ROI. Par contre, étant un fournisseur, et peut-être Jérémy, tu compléteras, mais je pense qu'il y a aussi une forme d'alignement sur le marché, c'est qu'il est important pour la plupart des entreprises, on parle beaucoup de TI pour cette table ronde, mais de savoir, d'avoir une prévisibilité des coûts et de savoir comment va évoluer le coût dans l'avenir. Le coût du SOC dans l'avenir en fonction d'une évolution des besoins. Ça, c'est à la limite, estimer quel est le niveau de budget acceptable, ça c'est peut-être un travail interne en fonction des risques,
Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de ne pas savoir combien ça va me coûter à horizon 2, 3, 4 ans avec des hypothèses d'évolution. D'accord ? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous apportons des réponses. Aujourd'hui, nous, on pratique des modèles tarifaires à l'actif qui est supervisé au SOC. Donc un actif informatique, j'imagine dans la salle, pour la plupart, vous savez ce que c'est. Ça peut être un poste de travail, un serveur. Voilà, c'est ce que vous décidez de superviser. Et c'est des modèles qui sont tout inclus. Voilà. Donc c'est tous les licences logicielles, c'est l'infrastructure technique, c'est l'humain, donc tout ce qui compose le SOC, y compris le coût du 24/7, etc. Donc ça veut dire que pour un nombre d'actifs donnés, vous savez combien ça vous coûte. Et donc vous savez dire, si demain vous rachetez une filiale, ou je sais pas moi, par exemple, on travaille pour une grande chaîne de restauration qui ouvre des nouveaux points de vente. Ils savent dire, voilà, à chaque point de vente, combien ça va me coûter. Donc voilà, donc on amène une prévisibilité. Il y a des modèles historiquement sur le marché qui ne permettent pas de garantir cette prévisibilité, qui se basent sur des volumétries de log en particulier, des volumétries d'événements. Et ça, vous ne savez absolument pas comment vont évoluer vos volumétries d'événements. Donc du côté fournisseur prestataire, on a travaillé sur ces aspects-là pour être uniquement, aujourd'hui on ne fait que des modèles à l'actif qui permettent d'avoir cette prévisibilité. Donc j'espère que j'ai été clair, ce n'est pas des sujets extrêmement simples, mais c'est important de savoir combien ça va vous coûter dans l'avenir avec des hypothèses d'évolution. Comme je dis, je finis avec ça, mais tout à l'heure je vous disais que dans la vraie vie, souvent, on sait que le SOC, on va commencer avec un périmètre et puis après on va avoir besoin de protéger une partie, une autre, etc. C'est important de savoir combien ça va coûter à l'avance et donc d'avoir un budget qui est totalement maîtrisé. Voilà. On a à peu près la même stratégie sur la prédictibilité des coûts, savoir combien ça va me coûter avec l'avenir, en effet, si je fais de fusion-acquisition ou si je me sépare justement d'une entité, combien je vais économiser. Donc on a un modèle à peu près pareil qui est à l'actif ou au user. Typiquement, j'ai un exemple, les clients, ils sont 3, mais ils ont 1000 serveurs, ils ne payent pas pour 3. Mais ce qui est important, c'est de comprendre finalement cette gouvernance, un peu ce que tu expliquais. C'est comme une gouvernance au-delà du SOC, cyber global. Qu'est-ce qui coûte cher en cyber? Une mauvaise gouvernance, une mauvaise stratégie, où finalement on vient cumuler des technologies et des solutions de sécurité qui finalement ne sécurisent personne, sinon on n'aurait pas de métier, si ça marchait vraiment, mais ça va coûter cher. Et finalement, c'est à peu près pareil pour le SOC. Ce qui va coûter cher, c'est si je vais tout envoyer à mon SOC. Et on va essayer de distinguer deux choses qui sont super importantes à comprendre. C'est que moi, le SOC, je ne veux pas qu'il soit performant, je veux qu'il soit pertinent. Je ne veux pas qu'il soit efficace, je veux qu'il soit efficient. C'est faire plus avec moins. Et c'est ça qui est super important. Parce que tout mettre dans un SOC, on peut tout mettre. Mais du coup, ça va vous coûter très cher. Mais est-ce que c'est logique de collecter 4, 10, 15 Tera de log? Peut-être que simplement 1 Tera par jour suffit à avoir quelque chose de pertinent et de performant. Donc, ces coûts-là, mauvaise gouvernance, mauvaise stratégie, oui, ça va apporter des coûts très chers. Mais on peut avoir des modèles vraiment adaptés à vos risques, vraiment, et qui sont très, très abordables. Thomas ou l'autre Jérémy, votre retour d'expérience quand vous avez dû argumenter pour le construire ou pour l'étendre, je ne sais pas si vous avez le droit d'en parler, des débats infinis que vous avez dû avoir, comment vous avez géré? Alors à Paris 2024, ça a été simple, puisqu'on s'est basé sur ce qui s'était passé sur les éditions précédentes des jeux, et la courbe de croissance des incidents cyber sur l'historique des jeux est plutôt une exponentielle qu'une courbe droite. Sachant que la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pyeongchang s'était faite taper bien fort par un verre qui s'appelait Olympic Destroyer. On n'a pas eu trop à négocier. Ce qu'on a négocié, c'est le prix. On a beaucoup discuté du prix, de combien ça allait nous coûter finalement ce petit jeu-là, par rapport à l'organisation globale de l'événement. Mais en tout cas, on n'a pas eu à argumenter parce que le contexte faisait qu'on n'avait juste pas le choix. En fait. À un moment donné, on savait qui viendrait taper à la porte, comment il viendrait taper à la porte. Et je reprends le tout premier point qui a été annoncé autour de la table ronde, c'est que avant de construire le SOC, donc on a mis en place les moyens de protection et ainsi de suite, mais on a aussi conduit une analyse de risque globale du comité d'organisation. Si un athlète ne peut pas venir sur un site, c'est un risque. Et on avait identifié tous les différents risques comme ça. Et en face de ça, qui peut être amené, donc on avait fait la méthode IBIO-CRM,
qui peut être amené à vouloir la réalisation de ce truc-là, quelles sont leurs motivations. Et donc, on avait identifié des groupes d'attaquants en conséquence de tout ça. Est-ce que c'est du criminel? Est-ce que c'est de l'étatique? Est-ce que c'est de l'opportuniste? Et donc, mis les moyens en face de ça. Quand on organise les Jeux Olympiques, il n'y a pas de surprise. Nos adversaires, entre guillemets, c'est plutôt de l'étatique. Et donc, il faut aussi avoir un certain nombre de moyens en face. Je vais rejoindre ce qui a été dit. Je pense que c'est un coup certain aujourd'hui chez nous. Il n'y a plus de débat dessus. Par contre, je ne peux pas avoir un coût qui explose du jour au lendemain. Et cette notion de prédictibilité du coût à l'avenir, et chez nous, il est super important. On a X Tera de log. Je ne peux pas dire du jour au lendemain, je double tous mes volumes et je double mon prix. Voilà. On doit avoir une certaine vision du coût à l'avenir. Et pour autant, les SI génèrent tous plus de logs d'année en année. Il y a de plus en plus de choses qui sont numérisées. On s'interconnecte un peu partout. Voilà. Je dois me maintenir pour autant. Donc, on fait des optimisations à coût constant pour le fonctionnement du SOC. Mais voilà, j'en suis plus à débattre le coût du SOC. Je pense qu'il est acquis, qu'il est là aujourd'hui et qu'on le garde, quoi. Très bien. Ce sera le mot de la fin de cette première partie. Donc, vous pouvez déjà les remercier en les applaudissant. Voilà, on espère que ça vous a donné un aperçu, parce que c'est un sujet, on pourra en parler pendant des heures. Donc on va passer dans la salle s'il y a des questions pour notre panel. J'espère qu'il y en a une. Merci, j'arrive. Merci, bonjour. J'ai une question toute simple. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise décide d'internaliser ou d'externaliser son SOC? Sur quels critères? Alors on a dit que le ROI était difficile à calculer, mais tout de même... Je pense qu'on va répondre à 2, voire même à 4, parce que vous avez souvent eu ce débat-là. Alors il y a déjà plusieurs études qui disent que monter un SOC interne, ça coûte 1 million. Parce que, juste déjà le monter, les recrutements, l'investissement, etc. Oui, parce que pour que le SOC soit pertinent, performant, on a besoin de technologies qui ne sont pas données, honnêtement. L'avantage d'un MSSP, c'est que finalement, je vais pouvoir diluer le coût de cette technologie auprès de l'ensemble de mes clients. On parlait tout à l'heure, c'est Jérémy qui expliquait sur le renseignement, ce partage des vraies bases de renseignement, ça coûte extrêmement cher. Donc un MSSP va pouvoir le diluer son coût au niveau de ses N clients. Donc ça, c'est cet aspect-là qui n'est pas négligeable. Après, qu'on expliquait, donc ce coût-là, people, process, technologie, on a vu les parties technologie, les people. Pour monter un SOC, en interne, il faut au minimum 5 personnes déjà. Donc vous avez cet effectif-là. Il faut les envoyer en formation. Les formations cyber, tous ceux qui font du SOC travaillent avec le Sens Institute, ça va vous coûter 10 000 par personne par an, minimum. Donc il y a déjà tous ces aspects-là. Et après, il y a, je dirais, un niveau de maturité. Donc finalement, le modèle que tu expliquais, c'est toi qui expliquais, Thomas, de la connaissance métier, elle est primordiale. Donc cette hybridation, elle est super de se dire finalement, mon MSSP, il va traiter mon niveau 1, mon niveau 2, et il me remonte d'une donnée qui est qualifiée, qui va pouvoir être traitée par une équipe cyber opérationnelle interne, qui va pouvoir prendre les actions en comprenant tant de choses. J'ai un client, je prends toujours le même exemple, c'est pas vous, mais c'est les mêmes problématiques. Une machine, dès qu'elle est coupée, 1 heure, il perd $1 million par heure de machine coupée. Celle-là, avant de la couper, il y a une certaine matrice d'approbation. Donc il y a ça. Il n'y a pas de bonne réponse de dire c'est externe, c'est interne. L'hybridation, c'est la clé, parce que le métier, c'est vous qui le connaissez. C'est vous qui allez dire, le SOC, là, vous pouvez intervenir, là, non. Là, il faut une personne qui analyse. Ou attention, parce que si ça touche à tel applicatif, j'ai telle réglementation, peut-être que vous travaillez avec les Américains, vous avez ITAR, tous ces éléments-là, qui font que, non, là, ça touche à quelque chose de plus critique, on va le prendre en interne. Je ne sais pas si tu veux compléter ou... Non, alors moi je suis beaucoup confronté à des ETI. 90% du temps, il faut pouvoir s'appuyer sur un prestataire externe. C'est illusoire de penser qu'on peut constituer une équipe en partant d'un niveau de compétence qui est souvent bas, de pouvoir recruter, de pouvoir construire tout ça. C'est juste hors de portée d'un très grand nombre des clients auxquels on parle. Et moi, j'ai vu en fait un cas très concret qui m'a marqué, une boîte industrielle, 40 usines dans le monde. Ils avaient mis en place l'EDR, il y avait quelqu'un qui suivait le truc un peu de loin. Ils se sont fait cryptoloquer
Parce qu'en fait, je pense qu'on sous-estime le coût et tout le travail de process et de suivi, de monitoring et tout ce que ça implique au niveau RH, management. Et souvent, c'est minoré je pense que là, ça a énormément marqué cette entreprise qui finalement doit investir dans quelque chose. Ils ne peuvent pas eux-mêmes assurer cette supervision par leurs propres moyens. Et pourtant, c'est une grosse boîte. Donc, moi, je vois quand même des entreprises qui n'ont pas d'autre choix que de se reposer sur des experts externes et effectivement de choisir peut-être des outils. Qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes? Et c'est plutôt ça la question, c'est de choisir peut-être le SIEM dédié. Ça peut être dans la réponse aux incidents, il y a des clients qui souhaitent être tout de suite dedans, etc. Donc c'est des choix plutôt dans le framework de compétences et de choses à faire. Ce sur quoi il est stratégique de faire soi-même versus d'externaliser. Mais tout faire soi-même pour beaucoup d'entreprises, c'est hors de portée. Moi, j'ai connu, on va dire, les trois modèles de MSSP, hybride et complètement interne aujourd'hui. C'est une question en fait, de maturité, d'évolution du périmètre. Finalement, aujourd'hui, on offre un service de SOC MSSP pour l'interne du groupe. Faut voir que c'est 300 000 identités dans le périmètre du SOC en surveillance. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait un SOC qui fait la taille de certains MSSP en France. Donc il y a une question de volume, de passage à l'échelle à un moment donné où je vous rejoins. On passe à un certain niveau d'échelle, un certain volume d'activité, de maturité qui fait qu'on a internalisé. Parce que finalement, changer de prestataire tous les 5 ans, ça n'avait pas de sens pour personne. Et puis juste un point pour compléter aussi, ça n'a pas été évoqué, donc c'est la rétention des équipes. Souvent, les opérateurs de SOC sont vus un peu comme c'est le point d'entrée pour beaucoup dans des équipes. Il faut déjà être assez conséquent, hein, mais l'opérateur de SOC niveau 1 peut être un bon début dans la carrière cyber. Et si les gens sont bons, assez rapidement, ils vont s'ennuyer dans ce qu'ils font et eux, ils vont partir. Et le processus de rétention à faire quand on est une entreprise, quand on est le client de son propre SOC, c'est pas une mince affaire en fait. Parce que vous avez, comme ça a été dit, si vous faites un H24, il vous faut déjà un minimum d'équipe. Et si ces gens-là partent, votre équipe, elle ne devient plus H24. Et comment vous faites, quoi? Et donc ça, quelque part, sans faire trop de pub, c'est absorbé par quelqu'un qui a beaucoup plus qu'une petite équipe et qui peut du coup gérer ce turnover qui est quand même assez conséquent dans ces milieux-là, quoi. On va prendre une deuxième question. Je crois que ça avait été levé là et je viendrai vous voir après. Bonjour. J'ai deux questions. Le premier, c'est qu'à quel niveau aujourd'hui vous voyez l'IA et les modules comme UEBA qui pourra vous aider aujourd'hui à faciliter votre quotidien, faire le alert triage, diminuer le nombre des analystes de 60 à, je sais pas, à 40 et dédier par exemple les 20 autres personnes sur le suivi des actions correctives. Parce qu'à la fin de la journée, on a besoin quand même de traiter et corriger. Ça, c'est la première question. Et deuxième, est-ce que vous allez choisir entre le SOC externe mutualisé et dédié, l'équipe mutualisée et dédiée? Alors, je vais répondre à la première et je peux répondre à la deuxième de par mon passif aussi. Donc, sur la première, l'IA dans le SOC, il y a plein d'applications. Il y a une première application qui va être autour de l'IA générative on collecte un certain nombre d'événements de la part des équipements de sécurité. On va pouvoir corréler ça et surtout l'IA générative, elle va être en mesure d'expliquer à l'analyste ce qu'il a corrélé, ce qu'il a vu et potentiellement lui proposer des actions à faire. Donc là, on a un gros gain de temps pour l'analyste parce que toute la phase de qualification en amont, elle est déjà réalisée. Donc là, on a un vrai gain qui est autour de ça. Sur la seconde phase de l'IA, on va pouvoir aussi avoir toute la rédaction du post-mortem, potentiellement, en tout cas sur toute la partie technique, parce que tout est logué, tout est tracé, et donc là, c'est facile, en fait. On file tout ça à un agent, on lui met le prompt qui va bien, et il va nous écrire le post-mortem. Ce n'est pas lui qui va être intelligent et nous rédiger le plan d'action, mais ça permet à l'analyse de ne se concentrer que sur cette partie-là, et surtout de ne pas oublier certains éléments qui ont pu être détectés ou corrélés en amont. Donc là, on a un vrai intérêt. Après, sur la notion de SOC dédié ou mutualisé, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, clairement, et le fait de se dire, est-ce que je suis suffisamment critique et j'ai les moyens pour m'assurer qu'en face de moi, j'ai des gens qui ne travaillent que sur mon compte, parce que s'il y a le feu ailleurs,
qui est vraiment un feu important, bah, ils n'auront pas de temps à me consacrer parce qu'ils doivent d'abord éteindre cet incendie-là. Et donc voilà, c'est l'analyse de risque. Hein. C'est est-ce que je mets l'argent pour m'assurer que j'ai toujours une ressource à minima qui puisse travailler sur mon périmètre, ou est-ce que j'accepte, et là après ça va être du sujet de SLA et autres, de prendre du temps. Cette gestion RH, en effet, après, c'est est-ce que vous voulez payer pour avoir une équipe dédiée, ou est-ce que c'est aux partenaires d'avoir, on essaye chez les MSSP de se dire qu'un analyste va traiter jusqu'à N clients. On essaye de dire analyste ne doit pas traiter jusqu'à plus de 10 clients. Donc c'est un peu comme ça, chaque après MSSP, mais où il veut le truc, mais pour qu'on puisse garantir qu'on a toujours une équipe de disponibles. Et puis pour rebondir sur l'IA, l'IA en cyber, c'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est qu'on le met à toutes les sauces. Et donc avant, on avait le deep learning, le réseau neuronal, le machine learning, tout ça, c'est des subsets d'IA. Donc en effet, première applicabilité, c'est s'il y a une alerte qui arrive, l'IA, elle peut déjà pré-mâcher le travail à l'analyste. Et si c'est clairement obvious que c'est un faux positif, le close, ou dès qu'il y a le moindre doute, de demander une investigation humaine. Ça fait gagner beaucoup de temps. Mais par contre, là où on a une application purement IA, mais c'est vraiment dans du machine learning, c'est détecter ces signaux faibles. Et c'est là où c'est super. Une anomalie, une machine qui se met à communiquer vers d'autres machines qu'elle n'a jamais fait avant. Voilà. Donc on a plein d'applications qu'on va appeler IA, mais clairement c'est du machine learning dans la détection. Mais oui, sur l'écriture, ce triaging niveau 1, bah, finalement, c'est la personne, on lui dit, bah, dès qu'il y a une adresse IP, on doit vérifier la réputation de ce virus total. Bah, ça, c'est mon IA ou mon SOR qui s'en occupe. Donc on a un peu ce mélange-là, tout en devant garder une part de responsabilité. Si l'IA classe son faux positif alors que c'était un vrai positif, je ne peux pas dire à mon client, ah ouais, mais c'est le modèle qu'on a acheté qui n'était pas bien. Donc on a un peu ce problème-là, et je pense que vous, en tant que client finaux, encore plus. Ouais, moi, je vous rejoins sur l'IA dans le N1, et je vois un autre sujet là sur lequel ça va beaucoup nous aider. C'est que j'ai des super experts au SOC qui parlent à des métiers, à des RSSI, et ils ne parlent pas la même langue. Combien de fois j'ai des métiers qui viennent vers moi pour me dire le ticket où c'est marqué Monsieur le RSSI, dans le log du firewall, à tel timestamp, on a détecté un permit vers l'IOC de l'APT. Voilà, enfin, on enchaîne tous les mots-clés. L'analyste, il sait de quoi il parle. Par contre, le métier ne comprend pas. Et bien, en fait, l'IA, c'est tout bête, mais lui, il sait te le mettre en français. Et l'IA générative, chez nous, on a des moteurs qui tournent en interne, ou juste remettre, comme tu disais, finalement faire du post-mortem, mais faire sur le ticket, voilà, tout ce que l'analyste il a mis, et ben, remets-le dans un français qu'on comprend. Et franchement, l'analyse technique, l'ingénieur, ça l'embête de le faire. Et ça, nous, on va l'utiliser pour ça aussi. Nous, on travaille beaucoup actuellement sur l'utilisation de l'IA pour tout ce qui est niveau 1, effectivement. Et en fait, il y a une question quand même de confiance et de MSSP de confiance autour de où sont les données et comment elles sont utilisées. Donc en fait, ça reste encore un sujet de test and learn important. Je ne pense pas qu'on soit au bout de l'analyse et de savoir comment utiliser ces technologies de façon efficace. Par contre, j'ai la certitude que ça va changer fondamentalement le travail des analystes. Mais il faut garder aujourd'hui l'humain quand même décisionnaire. Mais là où on travaille notamment sur comment on forme nos analystes sur l'utilisation de ces premières implémentations de l'IA sur le N1. Encore une fois, nous, on a une forte exigence aussi du fait de notre qualification P10 de où sont les données, comment elles sont utilisées. Typiquement, on n'enverra pas nos données vers des clouds US. C'est des choix très forts. Et donc, il y a aussi des capacités IA que, du coup, on s'interdit d'utiliser du fait de notre ADN et de la volonté d'être un partenaire de confiance. Voilà. Pour répondre, alors je ne sais plus si c'est une exigence de P10, mais c'est une exigence beaucoup sur l'IA Act, etc. C'est la traçabilité. Quand on fait en SOC et que je décide que c'est un vrai positif ou un faux positif, je dois prouver quel est mon cheminement de réflexion qui a déduit ça. Comment je vais dire que l'IA, c'est elle qui a décidé, parce que je ne peux pas savoir comment elle a été enrichie, cette IA. Comment l'IA a décidé que c'était un vrai positif, un faux positif? Je n'ai pas cette chaîne-là de traçabilité, d'ailleurs. Moi, je suis obligé de le prouver. Si je dis à mon client, j'ai dit que c'était un faux positif, c'est parce qu'on a pris ça et ça comme élément en compte. Je ne peux pas dire parce qu'un produit m'a dit que c'était un faux positif. Donc, cette traçabilité, elle est super importante. Merci. Bonjour, déjà merci pour cette table ronde qui était super intéressante. La question que je voulais poser, c'est que recommandez-vous à une PME ou une ETI qui a l'obligation de déployer un SOC pour être conforme à NIS 2, mais qui n'a pas ou peu d'éléments de sécurité de base? Est-ce qu'elle doit se soucier de la conformité de base ou bien commencer par du coup, les bases de la sécurité
Je crois que j'ai commencé la table ronde exactement là-dessus. L'analyse de risque, et ça a été repris par Jérémy, par la plupart d'entre nous, bien comprendre ces risques pour ensuite, après, rentrer dans une démarche de construction de SOC. Le SOC tout seul, ça n'a pas de sens. Voilà. En fait, il ne faut pas chercher directement une conformité à NIS 2, dit autrement. Vous voyez, il faut mettre en œuvre une démarche de cybersécurité dans laquelle il y aura le déploiement du SOC. C'est exactement comme les clients qui disent je dois faire un pentest parce que tous les ans, je dois faire un pentest. D'accord? Non, mais pourquoi on fait un pentest? Pourquoi vous voulez un SOC? Si vous le faites uniquement parce qu'on vous l'a demandé et que ça coche une case, vous allez payer pour quelque chose qui ne vous servira pas réellement. Par contre, si vous dites, OK, j'ai des risques qui sont identifiés, j'ai des problématiques identifiées, je ne sais pas y répondre, j'ai besoin d'un prestataire ou d'une équipe pour les détecter, là, ça va vous aider. Donc, prendre juste l'aspect conformité en disant, il faut que je coche la case, oui, ça ira pas. Vous allez payer quelque chose pour payer quelque chose. Donc, sortir un peu de cet aspect, on me demande de le faire, donc je le fais. Et on le disait tout à l'heure, hein, les must-have. Si on vous dit de faire un SOC, ah oui, c'est facile à cocher parce que je paye 5, 10, 15 000 tous les mois, j'ai coché ma case. Mais il y aura une attaque, le SOC ne pourra rien y faire, vous allez dire, bah, ça ne marche pas. Déjà, un SOC ne peut pas détecter 100%, hein, ça n'existe pas. Mais par contre, on a dit, hein, si vous faites vos must-have, segmentation réseau, sensibilisation utilisateur, etc., ça va vous aider vraiment. Par contre, bah, ce n'est peut-être pas demandé par la conformité. On prend l'exemple, ISO 27001 n'impose pas le MFA. C'est une hérésie. D'accord? Donc, sortez de cette conformité. Est-ce que vous êtes vraiment sécurisé là? Faites des analyses de risque. Et BioCRM, c'est super. Ça prend un peu de temps, mais c'est super. Et puis je pense qu'aussi, enfin, un point important, c'est la construction conjointe en fait. C'est-à-dire qu'il faut commencer par savoir. Alors donc l'analyse de risque dira en gros quels sont les endroits où vous devez vous sécuriser. Et je pense qu'en démarrant de zéro, pour être conforme, bah, ce qui doit être sécurisé doit être surveillé. Et quelque part, on peut avoir une sorte de progression parallèle entre, bah, si vous partez de pas grand-chose entre guillemets d'un point de vue pure sécurité, de faire grandir les deux en même temps et justement avoir il faudra de toute façon quelqu'un pour vous accompagner, donc ça peut être directement le fournisseur de SOC qui monte en même temps et qui pourra éventuellement, ça a été dit assez rapidement, suggérer des outils parce que justement il y a une sorte aussi d'environnement technique minimum, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de concentrateur de logs, si vous n'avez pas un certain nombre de systèmes, Vincent a parlé des postes de travail par exemple pour commencer. Donc voilà, donc il y a vraiment pour moi enfin, une progressivité des deux sujets, qu'est-ce que je sécurise, qu'est-ce que je surveille, et que ça monte un petit peu comme ça de manière conjointe, quoi. Merci. J'aimerais le proche. Quel type de pratique ou méthodologie vous mettez en place pour maintenir la communication entre les métiers et les SOC pour la prise de conscience par rapport au risque et l'impact quand il y a une attaque? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais sur le lien entre le SOC et le métier, nous on a une plateforme très simple, un outil de ticketing où on envoie un ticket au métier et je pense que même dans votre vie personnelle, les tickets, ça embête tout le monde. On a quand même gardé ce lien avec des humains qui sont dédiés par business unit, par direction métier. Chez moi, chaque direction métier a un humain référent qui peut solliciter et qui connaît le problématique du métier. Mais sinon, c'est un outil de ticketing assez classique comme partout dans l'IT, voilà, avec des catégories d'incidents, des niveaux de gravité, voilà, ce genre de choses. Ça reste assez classique, dans lequel on tag l'application, l'utilisateur, la menace qu'on a détectée, un texte normalement en français ou en anglais, suivant les métiers. Et puis les éléments de preuve techniques qu'on a pu collecter, donc le log d'origine et les éléments qu'on a notés dans le log qui nous permettent de dire voilà pourquoi c'est un incident que vous devez traiter. Je pense que juste pour rebondir sur ce que vient de dire Thomas, c'est important de se dire que le SOC n'est pas une tour d'ivoire qui envoie de l'information à partir de ce qu'il a détecté, mais qu'il est important de trouver des relais dans l'entreprise, des gens qu'on fait venir au SOC, à qui on explique un peu ce qu'on veut faire, quel est l'objectif de la démarche, parce que ces gens-là, en fait, ça va vraiment être les points de contact privilégiés qui vont pouvoir après traiter plus efficacement les différentes remontées qu'on va avoir, parce qu'ils vont avoir conscientisé le truc. Ça ne va pas être juste un ticket qui va leur dire il s'est passé ça, qu'est-ce que vous faites? Faut réussir à animer ça. Après, si on parle de la compréhension du métier par un prestataire externe,
c'est là où c'est le plus dur. Quand c'est en interne, le métier, vous le comprenez, vous êtes au milieu dedans. Quand on a prestataire MSSP, pour comprendre vos métiers, comprendre votre métier, vos risques, vos impacts, etc., là, on a besoin que vous nous remontiez tout ça. Donc c'est pour ça que dans beaucoup de SOC, les revues de service sont par défaut. Il y a des revues de service. Si vous avez un SOC et vous ne faites pas de revue de service, remettez sérieusement en question votre SOC. C'est à vous de dire tous les mois, tous les trimestres, j'ai telle application qui est à risque, j'ai eu une analyse de risque métier qui a identifié telle donnée à tel endroit. Est-ce qu'on s'assure que mon SOC couvre ce risque métier? Donc communiquez, remontez-nous ces informations-là. Encore une fois, ce n'est pas une tour d'ivoire, ce n'est pas une boîte externe en black box. C'est à vous de piloter votre SOC, vraiment. Le SOC est là pour vous donner des recommandations, mais c'est à vous de dire on va surveiller ça ici. Le SOC, il peut dire bah non, on ne va pas surveiller ça parce que c'est comme ça plus prioritaire, mais c'est à vous de définir vos risques métiers, ils doivent être couverts par votre SOC. Donc pilotez-le, ce SOC. Ça, c'est super important. Et juste peut-être Thomas, si tu peux compléter sur la partie communication, c'est-à-dire le REX, tu as parlé de communication en temps réel des incidents, mais je pense que c'est exactement ce que vient de dire Jérémy. Une fois que tu as des incidents, comment le métier et toi collaborer pour monter le niveau d'une certaine manière? Ouais, donc je disais en effet, donc le métier peut répondre au ticketing, mais on a gardé ce qu'on appelle un delivery manager, même chez nous en interne. Voilà, c'est vraiment des personnes qui vont ensuite travailler avec le métier, qui connaissent. Donc il y en a un par grand métier du groupe et qui travaille avec lui au quotidien, qui le rappelle, il tient, voilà, déjà cette personne-là, ce que j'ai pas dit, c'est que sur certains incidents, il passe un coup de téléphone aussi. Il dit attention, tiens, le SOC vient de vous envoyer tel ticket, prenez-le bien en compte celui-là tout de suite maintenant parce qu'il est super important pour vous. Dire, ok, ça on l'a vu, ça peut attendre quelques jours. Et c'est quelqu'un qui va faire ce lien entre notre SOC, notre CERT, notre VOC et vraiment le métier, lui dire ok, vous avez vu ça, je prévois de le corriger comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et c'est aussi cette personne-là qui va faire le lien pour rejoindre ce que disait Jérémy sur la surveillance. Le métier, il exprime des besoins, des risques à couvrir. Cette personne-là qui va traduire finalement le langage du métier, dire voilà, mon risque c'est ça, en langage technique pour mes analyses du SOC, pour aller mettre la détection qui va bien en place. Donc on fait vraiment ce lien humain entre les deux. Bonjour, Hussein Aissaoui, architecte en cybersécurité. J'avais une petite question plus globale. Est-ce que vous constatez aussi que globalement dans les entreprises, l'un des points faibles, c'est que les entreprises veulent sécuriser sans réellement savoir ce qu'elles ont à sécuriser? Les analyses de risque, vous en parliez à juste titre, mais tout ce qui est cartographie, il y a très peu de choses qui sont faites dans les grandes entreprises, les moyennes entreprises et les petites encore moins. Mais pour protéger quelque chose, il faut savoir ce qu'on a. Et moi, je le constate depuis une quinzaine d'années. Le fait de faire des zooms au niveau cyber est quelque chose de manquant. Est-ce que vous, de votre fenêtre, vous constatez? On veut sécuriser, vous l'avez dit tout à l'heure, on veut une solution, elle est jolie, on a coché la case, mais on ne sait pas réellement où est-ce qu'on l'applique et à quel endroit on a besoin d'appliquer. Normalement, la première étape d'une analyse de risque, c'est la cartographie. Qu'est-ce que j'ai dans mon SI? Parce qu'en effet, je ne peux sécuriser que ce que je connais. Donc la première étape, normalement, si on parle d'un framework, je parlais des ISO 27001 tout à l'heure parce que je trouve qu'il n'est pas du tout adapté, mais si on prend l'exemple d'un NIST CSF, la première étape de la partie identification, c'est est-ce que j'ai une CMDB de mes assets? Est-ce que j'ai une CMDB des applications? Parce que si je ne connais pas ce que je dois protéger, alors, finalement, on va dire, oui, je sais que j'ai un firewall, je crois que j'ai du Forti ou du Palo, je ne sais plus, on va le mettre. Non, mais ce n'est pas ça. Donc oui, l'analyse de risque, ce que tu as dit, c'est qu'est-ce que je dois protéger? Et de quoi je dois le protéger? Contre quoi je le protège? Donc ça, c'est super important. Donc oui, analyse de risque, ça démarre par une cartographie. Je pense qu'il n'y a personne ici qui dira qu'il n'a pas de cartographie, donc on ne va pas poser la question plus. Alors oui, comment faire une cartographie, c'est autre chose. Mais oui. Je ne sais pas s'il y a une Ouais, je peux compléter, mais c'est vrai que je rejoins une CMDB 100% complète qui couvre tout. On l'espère tous. Hein. Enfin, voilà, quand on parle de centaines de milliers, voire millions d'assets, voilà, faut pas se leurrer qu'on ne connaît pas 100% de nos assets. C'est très compliqué. Ouais. Je vous rejoins. Et quelque part, d'avoir un SOC, on va découvrir des assets qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est une forme d'incident de sécurité. Ça fait aussi partie des fois des missions du SOC. Enfin, chez nous, ça en fait partie, hein, la découverte du Shadow IT, d'aller détecter des choses qui nous appartiennent, mais qu'on ne le sait pas. C'est clair. Très bien. Je ne sais pas s'il y a encore une. Ah oui. Parlant de Shadow IT, un SOC en interne, il va couvrir le périmètre d'attaque en interne, effectivement. Et ce que vous avez remarqué pour cartographie, il faut faire un inventaire de biens, diviser biens essentiels, secondaires. Est-ce qu'aujourd'hui, chez vous, expérience perso,
vous avez déployé les outillages pour couvrir External Attack Surface Management, pour surtout identifier les biens qui est exposé au public, dans Dark Web, ou abus de brand, tout ça, surtout voilà, pour FDG ou même pour EDF. Est-ce que c'était un élément indispensable ou c'était plutôt traité comme un accessoire de sécurisation? Non, c'est complètement traité chez nous et c'est indispensable. On le traite de deux façons. Donc sur l'Attack Surface Management, on a du scan de nos actifs qu'on connaît. Donc je rejoins à ce qu'on disait, voilà, où on scanne pour voir ce qu'on expose et que cette surface, elle évolue, comment elle évolue. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir des portes qu'on ne devrait pas ouvrir ou ce genre de choses? On n'est pas en train d'ouvrir des portes. Et également, recherche de tout ce qui pourrait être à nous qu'on ne connaît pas. Et quand vous appelez EDF, c'est un trigramme qui est en hexadécimal, donc c'est pas si simple que ça à chercher sur Internet. C'est aussi un trigramme qui veut dire plein d'autres choses, qui veut dire équipe de France, par exemple. Donc les soirs de match de foot, c'est super sympa à chercher le trigramme EDF sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc oui, ça fait partie de notre activité d'aller chercher finalement ces choses qui sont à nous, mais dont on ne le sait pas encore. Donc ça fait partie de nos activités, en effet. Ouais, c'est un très très gros sujet, la gestion de la surface d'attaque externe, hein, pour le coup. Alors moi, par principe, historiquement, je suis très contre le cyber rating. C'est un concept qui me déplaît intrinsèquement. Pour autant, ça a quand même un truc bien, c'est que ça va scanner pour nous et chercher à identifier tout ce qui est exposé, qui porte notre nom ou qui porte des activités pour nous. Et donc nous, on utilise vraiment ça énormément et au quotidien. Hein, on a le rapport vraiment au quotidien. On suit notre score global de cyber rating pour nous assurer que justement tout ce qui peut être lié à notre marque est bien protégé, que tous les mécanismes de protection qu'on attend sont bien déployés. Enfin, ça va jusqu'à la façon dont les serveurs mail sont configurés et ainsi de suite. On a vraiment toute cette couverture externe-là. Et puis en complément, on a les services CERT, où on va faire effectivement tout ce qui est, on va envoyer nos logos, on va envoyer les noms des projets, on va envoyer le nom de la marque. Et là, on va demander à des entreprises spécialisées de faire le scan du web pour nous. Sur plein de choses, c'est identifier effectivement s'il y a des choses qu'on n'avait pas vues initialement, qui sont peut-être dans notre scope et qu'il faut aller couvrir, puisque le cyber rating ne l'aurait pas vu non plus, et donc il faut quand même qu'on ait un œil dessus. Ou au contraire, des menaces très ciblées ou des attaques qui sont en cours de préparation contre nous, parce qu'on parle de nous sur certains forums. Et quelque part, le SOC peut agréger tout ça, en fait. Le SOC, c'est quand même le réceptacle de toutes les alertes, quelles qu'elles soient. Et justement, dans votre question, madame, je pense qu'il y a aussi la question de la surveillance des services SaaS ou IaaS et PaaS. Je pense que c'est des demandes que vous avez aussi maintenant. Ouais, de plus en plus. Alors, en fait, soit l'entreprise, elle a en interne une équipe de Red Team qui va finalement se comporter comme un attaquant et se dire qu'est-ce que je trouve en interne mais en externe, soit finalement on vient déléguer cette partie de surveillance. Je peux parler pour nous, on a une cellule de renseignement, on a une équipe de renseignement où on va surveiller Deep Web, Dark Web, on va faire du scan, on va regarder s'il y a du typo squatting qui est déposé pour nos clients, etc. pour identifier au plus tôt, avant que ce soit un attaquant réel qui utilise ça, ou alors un attaquant qui va déposer un nom de domaine, qu'on puisse déjà le bloquer en préventif. Donc soit vous le faites en interne, soit vous avez des équipes. Alors ça sort un peu du SOC, cette partie renseignement, même si on rentre vraiment dans ce rôle de prévention, d'accord. Mais soit vous le faites en interne avec l'équipe de Red Team, soit vous déléguez cette partie-là, soit avec des outils, on parle de ASM, etc., soit avec de l'humain derrière. Mais de toute façon, à ce moment, il faut une personne qui pense comme un attaquant. Oui, bêtement, hein, très, très pragmatiquement, vous avez plein de projets sur GitHub. Vous mettez le nom d'une entreprise, ça va chercher, ça va crawler tous les réseaux sociaux, ça va crawler tout ce qui est possible pour voir si le nom est quelque part et identifier s'il y a des credentials qui sont disponibles. Enfin, ça, c'est hyper efficace, ça coûte rien et ça marche vraiment bien. Donc moi, j'ai une capacité de cyber-renseignement et pour capter ce genre d'événements et on travaille sur l'intégration au SOC pour les clients qu'on supervise. Donc c'est intégré, c'est colocalisé, ce qui permet d'avoir de la proximité. Ouais. Très bien. Du coup, Vincent, tu auras eu le mot de la fin. Merci à tous pour votre attention. Je pense que vous pouvez encore les applaudir pour leur intervention. Merci à tous. Bon après-midi.